On dit de chaque œuvre cinématographique qu'elle raconte une histoire qui est réelle. Mesdames et messieurs, l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui est l'une des personnes qui est souvent cachée derrière cette histoire. Elle est scénariste. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Gaëlle Kemajou. Elle va nous parler de sa profession et surtout pourquoi est-ce qu'elle est toujours en arrière-plan. A tout de suite. Gaëlle Kemajou, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez UN Media. Merci. J'espère que la route n'a pas été très longue. Non, non. Alors, tu es notre deuxième invité de sexe féminin et Background Sunshine, c'est cette émission-là qui met en valeur les personnes qui travaillent derrière pour propulser les autres. Et toi, ton métier, c'est scénariste. Ouais. Alors, avant de parler de ton métier, j'aimerais que tu nous parles d'abord de toi. Qui est Gaëlle Kemajou, pour ceux qui ne le savent pas? Gaëlle Kemajou, que dire? Gaëlle Kemajou, c'est une jeune femme de 30 ans, passionnée de cinéma. Bon, pour le moment, on va s'arrêter là. Juste passionnée de cinéma. Ouais. De toute façon, avec la suite des questions, on saura ce que tu nous caches. Alors, qu'est-ce qui te fascine réellement dans le métier de scénariste? Le métier de scénariste, bon déjà pour définir c'est quoi un scénariste. Un scénariste, c'est une personne qui écrit un scénario. Et le scénario, c'est un récit qui peut être transcrit à l'image. D'accord. Voilà. Donc ce qui me passionne derrière le métier de scénariste, c'est tout simplement parce que grâce à ce métier, j'ai l'opportunité de partager mes idées, de partager mes valeurs. Donc lorsque j'écris et que je revois ce que j'ai écrit à l'image, pour moi c'est une fierté parce que ça me permet de m'exprimer et de partager avec beaucoup de monde, toucher beaucoup plus de personnes que, je sais pas trop, autre chose quoi. Donc une fois que les écrits se transforment en images, c'est là où tu atteins ton apogée. Ouais. Voilà. On dit que pour écrire, l'écrivain a besoin souvent de s'inspirer de son vécu. Vos projets sont-ils un reflet de votre vie privée? Pas toujours. Pas toujours. Je m'inspire de mon vécu, certes, mais je m'inspire aussi de tout ce qui m'entoure. C'est pour ça que, comme je disais avant qu'on lance l'émission, je suis friand de Japap. Quand je cherche toujours les histoires un peu partout, je cherche à tout savoir. Oui, Japap. Donc, c'est justement, ça m'amène à la question suivante. C'est vrai que la plupart des écrivains donnent souvent cette raison-là, du genre, je m'inspire de tout et tout. Mais il y a certaines principales sources d'inspiration. Chacun a une principale source d'inspiration. Laquelle est la vôtre? Bon, ma principale source d'inspiration, je vais dire que c'est Dieu. Wow. Oui, parce que il m'arrive même parfois, comment je vais expliquer ça? C'est vrai qu'on peut trouver l'inspiration partout. C'est-à-dire la nature, même parfois juste voir un papillon voler peut te donner une idée. Mais je me dis, si tu es capable d'avoir une idée grâce au vol d'un papillon, ça veut dire que c'est pas... Parce que le papillon ne te raconte rien. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Le papillon ne te raconte rien. Il y a Dieu dedans. Forcément, il y a Dieu dedans. D'accord. Et justement, dans le métier de scénariste, il arrive souvent ce moment où l'inspiration finit chez le scénariste. Et comment vous faites pour gérer à ce moment-là? Lorsque je suis en train de travailler sur un scénario et que, parce que c'est justement ce que beaucoup, que ce soit scénariste ou écrivain romancier, la peur de la page blanche. En fait. Ouais. Donc quand ça arrive, ce que je fais, c'est que je laisse d'abord. Vous laissez? Pas que je laisse tomber le projet, mais je laisse d'abord pour moi, pour me ressourcer. D'accord. Et vous utilisez quoi pour vous ressourcer? Bon, généralement la méditation. La méditation. Bon à savoir. Alors, dans le métier de scénariste, comme dans tous les métiers de la culture, les femmes font souvent référence à une loi. D'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière avec Simon, la loi du canapé. Est-ce que vous connaissez? Vous avez entendu parler de la loi du canapé? Oui, forcément. Bah voilà, bien sûr. Est-ce que vous avez fait face à la loi du canapé? Non. Dans vos débuts? Non. Jamais? Jamais. Waouh. Et comment est-ce que vous avez fait pour entrer justement dans ce monde-là, sans toutefois avoir à subir cette loi?
Bon, déjà par rapport à la loi du canapé, tout ce que je peux dire, c'est qu'on vous prend comme vous venez. Lorsque tu vas avec les gens, avec tes principes et tes valeurs, lorsque tu établis des bases, c'est pas, je ne pense pas que quelqu'un aura le cran ou bien alors... Bref, le fait que tu aies des principes assez solides fait en sorte que même si on te fait ce genre de proposition, tu ne cèdes pas. D'accord. Tu vois. Bon, moi, j'ai jamais eu ce genre de proposition, mais je me dis, tout dépend de comment vous vous comportez, de l'attitude que vous avez face aux gens, de comment est-ce que vous vous présentez aux gens, en fait. Bon, moi, particulièrement, je suis entrée dans le cinéma grâce à Simon William Combs. Waouh. Oui, donc, c'est avec lui que j'ai travaillé sur mes premiers projets. Donc, nous nous sommes rencontrés grâce à une amie que j'ai rencontrée à l'université aussi. Bon, il y a beaucoup de rencontrés. C'est la relation, dans la vie, c'est la relation. Donc, c'est elle qui nous a mis en contact. Et bon, comme j'écrivais depuis il y a beaucoup d'années, bon, j'écrivais tout n'importe quoi parce que je ne peux pas appeler ça déjà scénario. Je n'avais aucune formation, aucune base, donc j'écrivais juste ce qui me venait. Donc, elle a eu à lire quelque chose que j'avais fait et c'est comme ça qu'elle m'a mis en contact avec lui. Donc quand il a lu, il a vu bien sûr mes lacunes, il a vu que j'avais pas de connaissances en la matière. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a d'abord fait une petite formation. Et puis il m'a orienté vers les aînés qui avaient plus d'expérience. D'accord. Donc il y a par exemple les Kanya Cohen, Alain Brombo, François Delon. Il y a beaucoup d'aînés que je suis allée rencontrer pour acquérir un peu plus de connaissances. Et d'ailleurs aujourd'hui je continue encore de me former. Et justement ces aînés-là avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, ça se passe comment l'environnement de travail avec ces aînés-là que autrefois étaient vos formateurs? Aujourd'hui ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Lorsqu'ils ont même des opportunités dans lesquelles ils peuvent me mettre, par exemple, il y a Post-Évêque aussi qui me tient beaucoup la main. Quand il y a une opportunité, il cherche à toujours me mettre dedans, oui. D'accord. Alors aujourd'hui, les réalisateurs ont cette habitude-là de s'octroyer les talents du scénariste parce que dans un film, tu vas voir réalisateur, producteur, monteur, c'est la même personne. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, en fait? Bon, là, vraiment, je ne peux pas donner mon opinion ou je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que si un réalisateur s'octroie le travail d'un scénariste, le scénariste a un contrat. D'accord. Quels sont les termes du contrat? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas toujours accuser peut-être le réalo. Peut-être que le scénariste, en signant le contrat, a signé. Comme moi, j'ai eu des projets où j'ai signé dialoguiste. Je n'ai pas signé scénariste. D'accord. Donc, ça dépend du contrat. Quel est le contrat que le scénariste a avec le réalisateur? Ok. Maintenant, quand tu signes dialoguiste, qui prend le rôle de scénariste? C'est le réalisateur? Oui. Je ne vais jamais comprendre le cinéma. Alors, je suis avec Gaëlle Kémajou. Elle nous entretient sur son métier de scénariste et bien sûr sur les rouages de ce même métier. On se retrouve dans quelques instants. De retour sur ce plateau avec l'une des meilleures scénaristes du Cameroun, Gaëlle Kémajou, que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le temps parce qu'elle est occupée non seulement à écrire, mais aussi à être sur le plateau de tournage pour que son rêve qu'elle a écrit soit bien matérialisé devant les caméras. C'est ça, non, Gaëlle? Alors, le métier de scénariste, c'est un métier qu'on doit miser compte tenu de l'évolution du cinéma actuellement. Est-ce que c'est un métier sur lequel on doit fortement miser? Oui. Oui, moi je dis oui. Parce que le métier de scénariste, ça nourrit quand même son homme. Waouh! Voilà, comment tu es bio? C'est vrai que le métier de scénariste, en dehors de ceux qui sont embauchés par des entreprises, parce qu'il y peut y avoir des maisons de production qui embauchent des entreprises, ils deviennent comme des salariés dans l'entreprise. D'accord. Mais la plupart des scénaristes, on peut les considérer comme des entrepreneurs. Et bien sûr, comme tout entrepreneur, les débuts sont difficiles. Et tout, il peut arriver même de manquer de quoi acheter le pain, mais plus tu travailles, plus tu as des projets, et c'est comme ça que ton métier finit par justement te permettre de vivre. Travailler tous les jours pour avoir de la renommée. Justement, la renommée Waves Group, le groupe de Simon William Combs, c'est un groupe qui est en train de monter énormément. Et justement, tu es de ce côté-là. Peux-tu nous parler un peu brièvement de Waves Group? Waves Group, c'est une entreprise qui a été fondée par 3 personnes.
Monsieur Simon Uyako, Madame Tatiana Barga et puis Madame Gaëlle Biakov qui est moi. Alors, donc, c'est une entreprise divisée en 3 sections. Il y a la Wave Film Production, où nous faisons la production audiovisuelle, justement. Il y a la Wave Group Distribution, qui fait dans la distribution des contenus audiovisuels. Et puis, nous avons Wave Media, qui est essentiellement composé notre chaîne YouTube pour le moment. D'accord. Donc, je veux dire qu'en gros, c'est ça l'entreprise. Et notre activité principale, c'est d'abord la production. La production cinématographique. Oui, cinématographique, oui. C'est d'abord la production parce que nous avons déjà, je suis une scénariste, nous avons également d'autres scénaristes avec qui nous travaillons. Nous produisons des contenus que nous vendons ou bien que nous mettons sur nos chaînes YouTube. Voilà. Et cela vous rapporte beaucoup. Ouais. Alors, justement, vous dites que vous écrivez. Selon vous, de toutes les œuvres que vous avez eu à écrire, laquelle est la plus belle? Du moins, quand je dis la plus belle, c'est celle qui vous a le plus rapporté spirituellement, financièrement, mentalement et même professionnellement. Bon. Il y en a tellement. Hein. Il y en a tellement, c'est vrai. Guerre des sexes, échec et mat. Mais celle qui m'a le plus rapporté spirituellement, je vais dire prédiction. Prédiction. Oui. Maintenant, celle qui m'a le plus rapporté mentalement, psychologiquement, c'est Au Féminin. Au Féminin, la toute récente là. Ma série, ouais. Alors pourquoi est-ce que ça vous a le plus rapporté? Eh bien parce que dans Au Féminin, j'ai eu l'opportunité de, de transmettre le point de vue des femmes face à certaines situations de la vie du couple. Voilà. Donc j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont traversé différentes situations dans leur vie de couple. J'ai essayé d'avoir leur point de vue par rapport aux difficultés, comment la femme doit réagir face à l'infidélité de son mari, comment réagir comment gérer les finances au sein d'un couple, comment gérer les enfants. Donc la vie de couple, maintenant du point de vue des femmes. D'accord. Voilà. Donc ça a été une expérience vraiment assez particulière parce que ça a relevé pas mal d'injustices quand même que les femmes subissent. Voilà. Sur cet angle-là, l'homme lui ne souffre pas, hein, c'est toujours la femme. C'est ça? Non, je n'ai pas dit que l'homme ne souffre pas. Dans la série, il y a des cas où je présente aussi des hommes qui sont en difficulté. Oui. Mais c'est pour dire que quand même du point de vue des femmes, il y a pas mal d'injustices. On demande à la femme de supporter quand son mari là-bas, sous prétexte que c'est le mariage, on demande de supporter l'infidélité. Ils vont dire que ce sont les mœurs africaines. Il y a tellement de choses qu'on demande à la femme de supporter sous prétexte que c'est elle la femme. La femme ne devrait pas supporter. Mais pas tout. La violence conjugale par exemple. Ouais, non. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Alors, vous êtes scénariste et votre petite sœur Sorel Kemayo a publié un livre récemment. Bon, elle aussi est dans le monde de l'écrit. Alors, quand on voit tout ça, on se demande si la famille Kemayo, l'écriture, c'est génétique chez vous? Bon, si l'écriture est génétique, non. Mais la créativité, je peux dire oui. Voilà. Donc, vous avez donc cadré votre créativité au niveau de l'écrit. Oui, de toute façon, je crois que nous sommes tous créatifs. Il y a des gens qui sont créatifs sur l'image, la créativité sur la peinture, la menuiserie. Nous sommes tous créatifs. D'accord. Alors, j'espère que dans les années à venir, on aura encore une autre Kemayo qui va se lancer, peut-être, je ne sais pas moi, dans la poterie. Alors, parlez-nous un peu de votre vie extra-professionnelle sur 4 ans. On va commencer par 2018 et on va finir par 2021. J'ai choisi ces 4 années, pourquoi? Parce que ce sont les 4 dernières années les plus difficiles qu'on ait vécu jusqu'à maintenant, du moins. Je ne sais pas, dans votre vie, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense que dans notre contexte et dans le contexte actuel, ce sont les 4 années les plus difficiles. Donc j'aimerais que vous nous donniez un peu quelques moments forts sur ces 4 années-là. On va commencer par 2018. Extra-professionnel. Oui, extra-professionnel, qui n'a rien à voir avec le boulot. Rien à voir avec le cinéma. Rien à voir avec le cinéma. Peut-être, si vous voulez ajouter le cinéma. Ah. Je pense que ça va aller au bêtisier, ça. C'est le moment d'hésitation, on va aller au bêtisier. Ah, tu me disais quoi? Non, mais je veux que tu nous parles de ton année 2018. Moi, par contre, je peux te dire qu'en 2018, j'ai eu mon bac. J'ai été largué pour la première fois. Tellement de choses que j'ai vécues en 2018. Bon. Tu vois. En 2018, bon,
Moi, forcément, en 2018, l'événement qui a le plus marqué ma vie, c'est la sortie de ma toute première série chez Kemat. Voilà. Bah, tu vois. Et ça a été comment à la maison? Tout le monde était content? Non, pas tout le monde, parce que vous imaginez un parent qui voit sa fille titulaire de Master 2 en parasitologie, presque docteur, qui abandonne tout pour aller écrire. Au cinéma. Donc vous imaginez un peu. Donc la transition familiale n'a pas été facile. Imaginez l'ambiance et tout. Alors, 2019. 2019, qu'est-ce qu'il y a marqué mon année 2019? Le Covid. Ouais. Covid sûrement, ouais. C'est là où il a fait son Mais en même temps, le Covid n'a pas quand même trop pénalisé. Il m'a pas quand même trop pénalisé. Hein. En 2019? Oui. Il m'a pas trop. Ça m'a pas pénalisé en tant que tel. Parce que vu que moi je travaille essentiellement à la maison, donc moi j'avais pas trop de problèmes. Mais en 2019 quand même, on a failli perdre notre tante. Oh là là. Ce suite de Covid. Bon, il y a aussi ma grand-mère qui est partie en 2019. Une année triste. Ouais. Donc, c'est ça. 2019, année triste. Ok, on passe à 2020. 2020, renaissance. Renaissance. Ouais. Ça a été pratiquement la renaissance de tout le monde en 2020. 2020, renaissance avec mon thème préféré. La femme. La femme, ouais. Vous aimez défendre les causes féminines. Oui, je pense que je vais. Quelqu'un m'a même demandé c'est que dans tout ce que j'écris, c'est la femme qui est au centre. Oui. Ouais. Parce que dans Guerre des sexes, Échec et mat, au féminin, c'est toujours la femme. C'est toujours la femme. D'accord. Bon. Au moins, elles savent qu'elles sont bien représentées. Et 2021 qui tire à sa fin. 2021 qui tire à sa femme. L'événement marquant a été mon mariage. Souvent grâce à Dieu pour ça. Voilà, je pense qu'au début de l'émission, il y avait des gens qui regardaient et disaient bon, après je vais contacter UN Média, on va me passer son numéro. Désolé les gars, elle est prise, elle est déjà mariée. C'est bloqué. Donc 2021, c'est le mariage. Ouais. Comment il va le marier? Très bien même. Il est content de sa femme, il est content de ce qu'elle fait? Oui, très content. Waouh. Ok. Alors Gaëlle, notre émission arrive déjà à son terme et la culture ici, c'est que à chaque fin d'émission, l'invité regarde sa caméra et donne un conseil à la jeunesse. D'accord. Donc tu vas regarder ta caméra, qui est du côté de Monsieur Cédric Kenney, qui est notre fier réalisateur, et tu vas donner un conseil à la jeunesse. Ok. Donc, le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est déjà par rapport à ma propre expérience, de sortir du moule dans lequel la société veut nous mettre. Je m'explique. Moi particulièrement, même si ça a été difficile au départ, mais je n'ai pas vraiment subi des tribulations lorsque j'ai décidé de me mettre dans le cinéma. Mais je vais donner un conseil à la jeunesse, mais aussi aux parents, parce que c'est important. Généralement, les parents ont des rêves pour leurs enfants. Je veux que mon fils soit médecin, je veux que mon fils soit ingénieur, je veux que mon fils soit ci. Mais même si l'enfant s'en sort souvent, moi je me dis, il faut regarder dans quoi est-ce que l'enfant excelle. Nous avons tous des dons, nous avons tous des talents. Ça ne sert à rien d'avoir un médecin qui excelle dans la menuiserie, par exemple. Laissez-le s'exprimer dans la menuiserie. Peut-être vous ne voulez pas qu'il soit un petit menuisier, mais encouragez-le à devenir, par exemple, ébéniste. Donc ne restez pas dans les moules, ne cherchez pas toujours à faire des métiers parce que voilà, c'est les métiers standards, il y a la renommée dans ces métiers. Il y a de l'argent. Ce dans quoi vous pouvez le mieux vous exprimer et ce dans quoi vous sentez que vous faites vraiment la différence. Bon, ça c'est d'un de deux. Maintenant, sachez que sur votre chemin vers le succès, il y aura toujours des difficultés, mais retenez qui vous êtes et ne laissez aucune difficulté vous briser. Et même si elle vous brise, relevez-vous. Ne laissez à personne le droit de définir qui vous êtes. Ne laissez non plus à personne le droit de vous conditionner par rapport à ce que vous deviez faire. Donc, je veux dire... Bon, nous tous, nous le savons. Aujourd'hui, on va dire, par exemple, pour avoir un travail, il faut aller au lit, il faut entrer dans ci, il faut entrer dans ça. Non. Restez focalisés sur votre objectif et ne tombez pas dans ces différentes tentations qui seront sur votre chemin. Parce qu'au final, il y a une auteure, Père Lemu, qui dit au final, le bonheur, ce n'est pas une destination, mais c'est un chemin, une voie à entretenir. Le bonheur, c'est une voie à entretenir. Je vais m'arrêter sur ça.
Merci beaucoup Gaël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu chez UN Media et d'avoir participé à notre émission. Chers téléspectateurs, il est important de retenir ce qu'elle a dit à la fin. Il est important de croire en vos rêves et surtout de vous dire que le bonheur est un chemin à entretenir. J'ai été très ravi de vous retrouver encore ce samedi pour ce numéro de Background Sunshine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera midi sur la chaîne YouTube et Facebook de UN Media. En attendant, restez connectés sur nos programmes.